à développer. Et nous, un certain nombre de jeunes et de professionnels qui sont là, lui avons dit, oui, la richesse de l'Afrique, ce sont les enfants. Chez nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on fait beaucoup d'enfants, et ça, c'est notre richesse. Et lui, il nous a dit, écoutez, dans le temps, vous faisiez l'agriculture, et plus vous étiez nombreux, plus vous pouviez produire. Là, ça faisait votre richesse. Aujourd'hui, tout a évolué, et plus d'enfants égale plus de problèmes, plus de bouches à nourrir, plus de difficultés. Alors, quand j'ai vu la version de ce matin qui parle de démographie et de développement, je me suis dit, tiens, voilà l'occasion d'en entendre davantage, d'avoir d'autres arguments sur le sujet. Eh bien, chers amis, je commencerai par dire déjà Madame Maroua Elsan, directrice du CAF, chers amis du CAF et les écoles égyptiennes, Monsieur Nour, Dr Nour, Maître Nour, Monsieur le président des étudiants de l'Université Senghor d'Alexandrie, université qui est opérateur direct de la francophonie, qui contient ici près de 23 nationalités et que sans doute d'autres mieux autorisés que moi vont représenter. Bonjour, merci de nous rejoindre ici dans cette salle de conférence qui abrite bon nombre de nos activités. Quand je présente d'habitude, j'aime dire bonjour et entendre bonjour. Alors bonjour. Bonjour. Voilà, et je dirais salam, puisque là c'est la diversité culturelle. Merci de nous rejoindre ici donc pour suivre avec nous ce débat qui rentre également en ligne de compte des compétitions internationales de laboratoire. Je suis sûre que vous allez apprécier ce que vous allez suivre juste après la cérémonie inaugurale. Et parlant de cérémonie inaugurale, chez nous en Afrique, quand vous venez, on est en Afrique ici aussi, en général, quand on vient chez quelqu'un, eh bien c'est le propriétaire qui accueille. On a tout un cérémonial, mais puisque nous sommes dans un cadre académique, nous allons nous permettre de donner la parole à une personne qui nous représente. Parce qu'ici, à l'Université Senghor, nous avons un bureau des étudiants qui nous représente, un bureau de... Est-ce que je me trompe? C'est bien 6 membres, C'est ça, 6 membres. À la tête, il y a un président que vous avez déjà vu circuler tout à l'heure au Four du Moulin, qui a un parcours très intéressant que j'aime bien rappeler à chaque fois que j'ai à le présenter. Mais parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps et qu'on est très en retard, je voudrais simplement vous demander d'applaudir et d'accueillir M. Moussa Cissé, président du bureau des étudiants de l'Université Senghor. Merci bien encore, Madame Manuel, pour cette belle introduction de cette cérémonie inaugurale de la Société d'art oratoire à l'endroit des élèves et étudiants égyptiens. Et chers collègues, au nom de Monsieur le recteur, qui, malgré le calendrier bien chargé, a quand même tenu à m'entretenir quelques minutes avant l'inauguration pour remercier Dr Maroua, Maître Nour et l'ensemble des Égyptiens représentés dans cette salle aujourd'hui, on leur dire son bonjour. Et au nom des étudiants que je représente ici, je voudrais aussi vous souhaiter la bienvenue dans cette université, l'université de la diversité, l'université de la culture. Nous sommes à Alexandrie, c'est pour la diversité culturelle, vous comprenez très bien avec moi. C'est pourquoi nous avons essayé de procéder dans un premier temps, ouvrir officiellement notre partenariat avec le CAF, parce que c'est une activité des étudiants de l'Université Senghor avec la Société d'art oratoire de l'Université Senghor. Donc, nous inaugurons ce départ ici à Senghor et les activités se poursuivront bien entendu entre Senghor et le CAF. Donc, encore une fois, vous êtes les bienvenus dans cette maison du savoir, de l'excellence et de la culture. Merci bien. Merci, toujours aussi également dit. De toute façon, on va encore le retrouver tout à l'heure parmi les débatteurs. Là, je vais demander à Ida de venir ici. Toute confidence faite, même si je ne suis pas un homme, je la trouve très charmante. Oui, si vous n'avez pas eu le courage de lui dire, parce que c'est une directrice, moi je le fais. J'aurais le privilège. Alors, elle est donc directrice du Centre d'activité francophone, secteur de l'approche culturelle. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle apprécie cette initiative de débat. Madame Maroua, que vous êtes charmante, et quel honneur, quel plaisir j'ai de vous inviter ici pour dire un mot. Merci. Merci beaucoup pour votre introduction et bonjour tout le monde. En fait, j'ai l'honneur d'être ici à l'Université Senghor. Ça me fait vraiment un grand plaisir.
L'Université Senghor, pour nous, est un partenaire important de coopérer avec. Surtout que le CAF a comme mission de mettre en valeur la langue française et les cultures francophones dont vous représentez aujourd'hui dans cette salle. Et j'espère que depuis votre arrivée à Alexandrie, on a pu quand même vous accueillir à la bibliothèque d'Alexandrie dans le but de vous accueillir et de vous faire sentir que vous êtes dans votre deuxième pays. Et je voulais aussi remercier le groupe de l'association d'art oratoire de l'Université Senghor de leur démarche de coopérer avec nous pour organiser cette activité. Je vais juste vous raconter un peu l'histoire. En fait, c'est un groupe très intéressé et doué à l'art oratoire. Ils sont venus pour discuter avec nous comment on peut coopérer sur cet art. Pour moi, c'était nouveau. Je voulais découvrir cet art. Alors, on a pensé à venir participer avec eux, assister à un match pour mieux comprendre ce que l'art oratoire. Parce que je me suis sentie moi-même que ce n'est pas trop clair pour moi. Alors j'ai dit la façon la plus directe et facile à comprendre, c'est vraiment d'assister à un débat et de voir comment ces personnes qui jouent cet art ou jouent ce match, ils vont nous présenter cet art. Et comme notre approche au CAF est de toujours construire et de ne pas organiser des activités d'une manière aléatoire, mais dans le but de construire et profiter de votre expertise ici, les personnes qui jouent des matchs d'art oratoire, on a voulu inviter les étudiants des cycles secondaires des écoles de langue française à Alexandrie pour assister avec nous à ce match et profiter et voir comment ça marche dans une première phase pour une deuxième phase qui sera un atelier pour entraîner ces jeunes qui sont dans cette salle aussi, comment jouer et comment participer à des matchs d'art oratoire. Alors aujourd'hui, on commence avec la première étape, avec la première phase de notre projet de coopération avec l'Université Senghor et le CAF, bien sûr, de assister à ce match. À la fin de ce match, on a envie d'avoir une liste des intéressés parmi les étudiants dans la salle pour participer à l'atelier qui aura lieu durant le mois de mars. Mais une petite parenthèse, vous savez tous qu'on a un problème de décalage d'entrée à l'école, vu la situation du pays en général. Alors on va essayer, après la présentation, de voir ensemble comment on va faire pour l'atelier, pour l'organiser durant le mois de mars, soit durant la semaine qui arrive ou la semaine d'après. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous invite de revenir à l'Université Senghor. Je pense qu'il y a parmi vous qui visitent l'université pour la première fois. L'Université Senghor est la seule université à Alexandrie francophone pour le 3e cycle. Alors prenez le temps de visiter, de demander pour vos futures études ici à Alexandrie. Je vous encourage. Ils offrent des études très très intéressantes. Ils ont 4 départements même, très, très riches en domaine d'études. Je vous remercie et bon match. Bon match. Merci, docteur. Vous savez, l'Université Senghor, ce n'est pas des étudiants comme les autres. Ce sont des professionnels, ce sont des chefs, ce sont des personnes qui sont déjà en train de travailler, qui sont même à des postes parfois très importants dans leur pays et qui quittent leur pays pour venir en apprendre plus, pour être plus aguerris. Et parmi eux, il y en a un qui est féru, il est amoureux, il est fou de l'art oratoire. Il n'a jamais arrêté d'en parler dès le premier jour. Quand il vous dit bonjour, c'est art oratoire. Bonsoir, c'est art oratoire. Alors, dès qu'il a eu l'occasion de le faire, il n'a pas hésité à instaurer cet art oratoire-là, ici, à l'Université Senghor. Au début, peut-être que certains n'y ont pas cru, mais aujourd'hui, ça prend de l'ampleur et tout le monde y croit. Tout le monde a envie de voir ce que c'est. Comme vous l'avez dit, on est tous curieux. C'est un jeune très, très dynamique et je manque de mots pour le présenter. Alors, je vais tout simplement l'inviter. Bignou Marius pour son mot. C'est le responsable de cette société d'art oratoire.
Bonjour à toute l'Assemblée. Merci à Gabriel qui a mentionné que l'oratoire prend de l'ampleur. Et justement, dans cette dynamique, nous avons voulu initier cette activité avec la jeunesse égyptienne, afin qu'elle puisse émerger et ressembler aux autres nations, aux grandes nations qui ont de l'avance dans le domaine. L'oratoire n'est plus simplement un jeu, mais elle est en train de devenir une discipline à la fois intellectuelle, même comme elle est sportive, mais aussi académique. Parce que dans les grandes universités américaines, chaque département est affilié à une société d'oratoire qui est dirigée par un professeur de grands magistrats. Les grands championnats au monde en oratoire regroupent des dizaines de milliers de personnes. Si je cite simplement le championnat mondial scolaire, sur invitation qu'organise les États-Unis, chaque année, ils traînent 7000 jeunes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les compétitions se font au niveau scolaire, au niveau universitaire. Ils ont démarré avec des compétitions professionnelles. Pour ceux qui ne sont plus étudiants mais qui ont des professions. Les Américains sont allés plus loin. Ils ont démarré des compétitions pour les primaires et les maternelles. Et je pense que l'Afrique doit aussi pouvoir embrasser cette dynamique. Raison pour laquelle nous avons décidé d'instituer la société d'oratoire de l'Université Senghor. Et nous pensons que pour insuffler ce dynamisme à la jeunesse africaine, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Voilà pourquoi nous avons pris attache avec le CAF. Voilà pourquoi nous avons impliqué l'administration universelle de Senghor dans cette activité. Et voilà pourquoi tous les étudiants de l'Université Senghor, y compris le bureau, nous ont rejoints. Et aujourd'hui, nous allons vous livrer un spectacle dédié à l'art oratoire. Je vous remercie. Et quand vous parlez d'oratoire, il y en a qui sont passés maîtres en la matière. Même quand vous n'êtes pas innocent, ils ont l'art de vous rendre innocent. Ce sont les avocats. Hein. Ils ont l'art de vous convaincre, même quand c'est noir, ils arrivent à vous dire que c'est blanc. Et on a la chance d'avoir un avocat parmi nous ce matin. Et quand je commence à en parler, vous comprenez que nous entrerons tout à l'heure dans le vif, même de ce qui nous a réunis ce matin, c'est-à-dire dans le vif du match. Ce sera sur l'assertion, c'est-à-dire sur le thème, sur la session qui soutient que la limitation des naissances en Afrique est indispensable à l'émergence du continent. Ça, je le disais donc tout à l'heure. Et tel qu'est structuré le match, vous avez d'abord des membres du jury. Il faut des personnes pour dire si tout le monde est dans le temps, si certains ont bien parlé ou pas, si une équipe a mieux débattu ou pas. Et les membres du jury aujourd'hui sont composés de 3 personnes. Et à la tête, justement, se passe de l'oratoire, Maître Nour qui est avec nous. Attendez, j'ai pas fini. Attendez, Maître Nour est avocat, mais il a été très séduit par l'idée de l'oratoire à Senghor. Quand je l'ai vu entrer, j'ai dit, si j'avais débat, je suis sûre que je tremblerais devant lui. Maintenant, vous pouvez l'applaudir. Maître Nour, c'est le président du jury. Je vous prie de rejoindre devant, s'il vous plaît. Je vous prie de rejoindre de prendre place en tant que président du jury. Ah, donc vous arrêtez d'applaudir. Merci. Alors, l'assistant 2, c'est-à-dire le deuxième membre du jury, il est camerounais. Il est au département environnement. Il a l'autre charge de voir avec Maître Nour, donc, qui sont ceux qui sont les meilleurs aujourd'hui. Je voudrais vous demander d'accueillir Aurélien Donji avec moi, s'il vous plaît. Lui, il est guinéen. Département administration et gestion. Le président d'ailleurs de la communauté guinéenne ici à l'Université Senghor, et nous on l'appelle Monsieur Journée. Merci de l'accueillir. Jonas Sadio. Si vous étiez sur le groupe des Senghoriens, vous ne rateriez aucune journée internationale parce qu'il aime nous rappeler toutes les journées internationales, Jonas. Toujours. Merci. Ah, je vois ma photo, mais je ne vous présente pas. Alors je passe. C'est moi qui devrais être présenter là, donc je passe. Voilà. Alors je passe directement à ceux qui vont nous présenter le match aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que je suis impatient de les voir nous éblouir. Je commence par le gouvernement, parce que c'est là qu'il y a toujours beaucoup d'argent. L'opposition n'a pas souvent beaucoup d'argent. C'est le gouvernement qui gère le budget de l'État. Alors, puisque j'aime bien le gouvernement, je commencerai par en présenter le Premier ministre. Toujours très élégant, hein. Alors ça,
il faut que je vous précise, donc faites pas attention, il est toujours très élégant, il ne faut pas que ça vous égoïsse. Il est aussi en administration et gestion, un futur gouverneur que nous avons là, sinon même déjà un gouverneur, lui aussi, il est camerounais. On l'appelle Guy Joël Ndokam, merci de l'accueillir avec moi, c'est le premier ministre du gouvernement de ce débat. Son adjoint, qui bizarrement est plus grand que lui, je me demande comment ils s'en sortent tous les deux, avec un premier ministre et un adjoint un peu plus grand, lui il est malien. Et oui, il a l'art de bien manipuler l'art, permettez la tautologie, l'oratoire. Et Aboubakr, j'ose même pas le regarder souvent quand je suis à côté, quand je n'ai pas mes talons. Merci d'applaudir s'il vous plaît, Aboubakr. Lui aussi en administration et gestion. Et vous avez le député du gouvernement, l'honorable Gabonais, aussi élégant. Vous voyez, le gouvernement est toujours très élégant, toujours en veste. Vous allez constater tout de suite avec Eli Freddy Badiga, s'il vous plaît, qui est donc le député du gouvernement. La mouvance en action, voilà, avec une démarche mouvancière. Merci. Alors, juste après Eli, il y a le secrétaire du gouvernement qui est en culture comme moi, ici à Senghor, qui nous vient du Tchad, N'Djamena, qui est avec nous, donc Ahmad Moussa Molo, merci de l'applaudir, lui aussi en veste. Alors, le gouvernement n'a pas aménagé. Franchement, non, je vous rassure que vous êtes tous très beaux. Ça, je peux vous le confirmer. Là, par contre, personne n'a été étonné que je dise que les hommes sont beaux. Mais tout à l'heure, pour la femme, c'était... Alors, je passe directement aux membres de l'opposition. Et je vais finir, je vais brûler les étapes. Je vais présenter le leader en dernier, je vous dirai pourquoi. Mais je passe à son adjoint, qui est adjoint de leader de l'opposition. En culture, il est aussi... il vient du pays où on invente plein de nouveaux mots en français, donc vous pouvez être rassuré qu'il va vous faire un débat époustouflant. C'est la Côte d'Ivoire. Merci d'accueillir Marie Finjanski. Marie Finjanski, à toi. Juste après, il y a le député de l'opposition. Ah oui, ceux-là qui trouvent tous les arguments pour tout contrecarrer. Même quand c'est bon, on dit que c'est pas bon, parce qu'on est dans l'opposition. Aujourd'hui, ça va être les arguments, des débats d'idées. Et oui, c'est notre président. Comme c'est notre président, je suis toute petite. Alors, je ne fais pas de commentaires parce qu'après j'aurai chaud. Merci d'applaudir Moussa Cissé, qui est le député de l'opposition, et son secrétaire de l'opposition, M. Bignou Marius. Alors, je reviens donc au leader de l'opposition. Je disais que je la présenterai en dernier parce que c'est une femme et que j'aime quand je vois les femmes, et surtout quand il n'y en a qu'une seule dans l'équipe. Et comme je suis fâchée, le prochain débat, j'en ferai partie. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans l'équipe des débatteurs. Vous n'avez pas d'avis? Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup plus de femmes ici, là, de l'autre côté. Alors, on va suivre l'exemple. Mais puisque la reine, elle a choisi depuis le début d'en faire partie et qu'elle tient tête aux hommes, une reine africaine parce qu'elle est souvent aussi aux couleurs de l'Afrique. Oui, elle sourit et qu'elle a un beau sourire. Et tout ça pour vous mettre à l'aise le temps que vous voit très sérieuse tout à l'heure dans le débat. Merci de l'applaudir. Elle nous vient du Cameroun aussi. Stéphanie Numei, voilà, je trouve toujours là, qui est donc le leader de l'opposition et elle est en environnement. Mesdames et messieurs, voici ainsi planté le décor. Nous nous dirons si avoir beaucoup d'enfants, c'est aller vers le développement ou pas. Et moi, je vais tout simplement vous donner la parole, d'être lourd et passer aux choses sérieuses. Maintenant, on ne doit plus là. Ça devient sérieux. Merci et bon débat. Merci Luriel pour cette présentation majestueuse comme d'habitude. Elle a savamment présenté et comme elle ne pouvait pas se présenter, Luriel, permets-moi de faire une tentative de présentation. Alors Luriel est journaliste émérite, elle est béninoise et puis ici elle fait communication des médias et puis au Cameroun, plutôt au Bénin d'où elle est originaire, elle travaille pour la chaîne LC2, c'est une télévision internationale. Alors, la motion qui nous réunit ce jour, je la rappelle, est cette convention soutient que la limitation des naissances en Afrique est indispensable à l'émergence du continent. Nous avons d'une part le gouvernement et d'autre part l'opposition, ces équipes qui vont n'est-ce pas s'affronter autour de ce débat, autour de cette motion, autant pour moi. Alors, Rabelais disait,
La beauté artistique n'est pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. C'est-à-dire que, à l'exemple, n'est-ce pas, des chirurgiens, ces protagonistes feront ici l'autopsie de la motion, ou alors, si vous préférez, puisque nous sommes dans le domaine de l'art, ils feront, à l'exemple des peintres, une peinture de la chose. Alors, je vais passer, n'est-ce pas, sans plus tarder, la parole au premier intervenant. C'est le Premier ministre, accueilli ici avec moi, M. Guy Nganka. Bien, pendant que M. Guichouel s'installe, je rappellerai que nous sommes dans le 5-minute système, donc il aura 5 minutes pour présenter ses arguments, et nous lui accordons 15 secondes si jamais il est en dehors de ce temps. Alors, M. Guichouel, vous avez la parole. Merci, honorable membre du jury. Bonjour, honorable membre de l'opposition. Bonjour à vous, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée de l'Union africaine en tant que chef de gouvernement pour défendre cette motion, la motion que nous soutenons, la motion selon laquelle la limitation des naissances est indispensable à l'émergence du continent africain. Je vais d'abord commencer par vous définir l'idée que le gouvernement soutient. Alors, Messieurs les membres du gouvernement et moi, nous avons travaillé et nous sommes arrivés à une définition, la suivante. Il s'agit pour nous, à travers une proposition de loi, de faire appliquer des politiques qui permettent de contrôler les naissances, de contrôler la croissance démographique en Afrique. Je précise, cette politique, ce qu'elle n'est pas, elle ne vise pas à suspendre la procréation. Elle vise plutôt à régulariser l'évolution de la population, à régulariser l'évolution fondée de la population en cohérence avec l'évolution des ressources. Et puis, je vais m'attarder à préciser qu'elle est nécessaire au développement durable des populations. Permettez-moi, chers membres de cette Assemblée de l'Union africaine, de préciser le contexte. Alors, ce débat s'inscrit dans un contexte où les pays qui ont laissé libre cours aux naissances, les pays qui ont appliqué des politiques de croissance nataliste, sont aujourd'hui en arrivée à les remettre en cause. Pourquoi? Je prends l'exemple du Canada. Le Canada, il y a de cela quelques décennies, au Canada, les Canadiens avaient la possibilité pour une famille lambda de faire jusqu'au nombre de 8 enfants sans que le gouvernement ne les interdise quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, le Canada est en train de revenir sur cette politique. Ils sont en train de battre en vrai cette politique qui a montré ses limites. Donc aujourd'hui, le Canada soutient avec nous qu'il faut limiter les naissances pour l'émergence d'un pays et donc du continent africain. Alors, je vais vous présenter le rôle que chaque membre du gouvernement s'attardera à vous présenter ici. Alors, M. Aboubakar, qui est l'adjoint du ministre, vous développera une analyse sur les conséquences de la surpopulation dans un pays et l'effet sur la croissance économique. Dans un autre argumentaire, il vous présentera une analyse et les conséquences d'une analyse, autant pour moi, du FNUAP sur la sanité maternelle. Je reviens à vous, monsieur. Monsieur Eli Fredi Badinga vous parlera des conséquences des équilibres démographiques sur les populations et les conséquences liées aux ressources. Il vous parlera également de la transition démographique, qui est une baisse du taux de mortalité et une baisse aussi du taux de natalité. Il vous présentera les propositions du gouvernement. Monsieur Ahmad Moussa Molo, l'honorable, l'excellent secrétaire du gouvernement, vous fera le résumé de nos arguments et fera la conclusion.
On a commencé. Vous pouvez nous faire la différence entre limitation des naissances et contrôle des naissances? Messieurs les membres du jury, chers membres de l'opposition, je crois que j'ai été assez clair dans mes propos. Limiter les naissances, ce n'est pas refuser aux familles, aux chers citoyens de se procréer, de se reproduire. La politique que nous essayons de mettre en place est la suivante. Nous essayons de mettre en place un système, un règlement qui permettrait au gouvernement de mieux contrôler les naissances, de telle façon que l'évolution démographique, autant pour moi, évolue parallèlement avec l'évolution économique. Je vous remercie. Bien, merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre brillante argumentation. Nous allons maintenant changer d'équipe. Nous allons accueillir le leader de l'opposition pour bannir ou alors pour baliser le chemin de leurs intervenants. Nous appelons donc ici le leader de l'opposition, Stéphanie Jazet-Oumé. Distingués membres du jury, honorables membres du gouvernement, honorables membres de l'opposition, l'honneur pour moi de prendre la parole dans cette auguste salle sur le projet de loi que les membres du gouvernement ambitionnent valider. Et dans ce cadre-là, nous, membres de l'opposition, nous venons ici soutenir nos arguments contre l'hypothèse selon laquelle la limitation des naissances est indispensable à l'émergence du continent. Bien, nous allons d'abord revenir pour donner un peu beaucoup plus de clarté sur le thème ou la définition que les membres du gouvernement ont voulu bien nous donner en ce jour sur cette mission. Je pense que les membres du gouvernement ont défini que la limitation des naissances consisterait à réguler les naissances. Et nous avons tout à l'heure, membres de l'opposition, demandé quelle était la différence entre le contrôle des naissances et la limitation des naissances. Nous pensons que premièrement, les membres du gouvernement, ils ont occulté le fait que... Permettez, je vous prends tout à l'heure. Ils ont occulté le fait que le contrôle des naissances contient en elle-même la politique de limitation des naissances qui est une politique malthusienne et la politique populationniste qui est une politique qui promeut l'accroissement de la population. C'est dit donc qu'ils se sont trompés déjà sur ce point de vue en disant que la population, ce serait de réguler uniquement. Bien, avant de prendre nos arguments, nous voulons également revenir sur le fait que la motion a manqué une définition assez juste dans la mesure où la limitation des naissances, telle que nous le concevons, la limitation des naissances est un préalable à l'émergence du continent. Ça, c'est ce que la motion de ce jour nous interpelle. Et nous interpellons dans les membres du gouvernement à bien appréhender ces notions-là. Ceci étant, nous estimons que l'Afrique, en tant qu'entité globale et un continent, devrait jouer sur sa population pour connaître le développement, étant donné que l'émergence d'abord c'est quoi? Il faudrait d'abord que nous comprenions l'émergence, un facteur même que les membres du gouvernement n'ont pas pu nous définir tout à l'heure. L'émergence, c'est la capacité d'un pays à quitter d'un équilibre faible de croissance à un équilibre de croissance durable et soutenue. Ceci étant, il y a des règles bien précises qui voudraient que le continent africain puisse atteindre cette émergence-là. Et c'est dans ce contexte que nous disons, et parmi ces politiques, nous pouvons relever entre autres les bonnes politiques, la définition des bonnes politiques économiques,
l'Afrique devrait également posséder des institutions de qualité et atteindre un certain niveau d'attractivité. Ceci étant dit, l'émergence dans il faudrait que toutes ces étapes-là... Je comprends. Madame, comme vous avez des difficultés à continuer votre débat, excusez-moi, pourquoi vous rejetez notre proposition de convention et pourtant vous n'avez même pas dit le pourquoi de ces rejets? Vous pouvez répéter, je vous en prie. Expliquez-moi pourquoi vous rejetez cette proposition si vous ne proposez rien. Monsieur, un membre de l'opposition doit proposer quelque chose. Je vous remercie pour cette préoccupation. Je pense que vous n'avez encore rien compris puisque j'ai été assez claire en disant que la motion qui nous remue en ce jour explique clairement que la limitation des naissances est un préalable à l'émergence du continent. Où avez-vous mis le mot indispensable? Je crois que vous avez également occulté cela. Ceci étant, je veux continuer mes propos en disant que les grands points de l'émergence du continent africain reposent sur les éléments que j'ai cités tout à l'heure. Et pour atteindre cela, on a besoin d'une population assez efficace. Et ce qui fait que nos responsables ici, des leaders de l'opposition, voudront en premier temps définir en quoi définir des politiques économiques. On a besoin également de la population pour pouvoir accompagner cela. On a besoin de définir une vision, de définir des grands axes d'orientation et également des axes prioritaires et enfin mettre en œuvre cette vision que nous avons pour pouvoir avoir un continent émergent. Et tout ceci passe justement par la population parce que comme nous pouvons encore le rappeler, le Sédar Senghor disait l'homme doit être le début et à la fin du développement. Donc nous ne pouvons pas occulter le fait que limiter les naissances constituerait un frein à l'émergence de l'Afrique. Je vous remercie. Merci Madame le leader de l'opposition. Nous allons passer maintenant au gouvernement pour contre-attaquer. Nous appelons donc l'adjoint au Premier ministre, accueillant M. Sidi Mokhtar Traoré. Je vous applaudissons. Merci bien, Monsieur le juge, très chers membres du jury, très chers membres, collègues du gouvernement, messieurs de l'opposition. Évidemment, Léopold Sédar Senghor disait que l'homme était au début de tout, mais il avait compris aussi que l'homme en bonne santé, l'homme bien éduqué et l'homme jouissant de ses capacités économiques étaient au début et à la fin de tout. C'est évidemment par ces propos que je commence mon exposé, qui sera en deux volets. Le premier volet de mon exposé sera axé sur la dimension économique de la limitation des naissances. Le deuxième volet sera une dimension axée sur la santé, car ces deux facteurs sont indispensables à l'émergence de tout continent. Les membres de l'opposition posaient la question de savoir s'il s'agissait d'une limitation ou d'un contrôle. Messieurs et mesdames, il s'agit d'un contrôle limitatif. Vous disiez que nous avons l'ambition de valider cette proposition de loi, mais nous proposons cette loi pour validation. Et vous parliez de cette approche malthusienne que mon collègue du gouvernement, M. Elie, se fera un plaisir de démonter tout à l'heure. Évidemment. Et laissez-moi, avant de continuer, soutenir et réaffirmer les propositions de mon Premier ministre que nous parlons d'appliquer des politiques qui permettent de contrôler la croissance démographique des pays africains. Et nous voulons préciser que cette politique ne vise pas à suspendre la procréation, mais à la réguler pour qu'elle soit au même rythme que la croissance économique. Sur un plan économique, messieurs, mesdames,
dans le livre Population Matters, qui est devenu aujourd'hui une organisation gouvernementale, vu l'envergure de ce livre, dans ce livre, des études avancées disent que l'efficacité de la limitation des naissances est indispensable à la réduction de la pauvreté. Les résultats de ce livre aussi montrent des évidences que les pays avec des taux élevés de population connaissent un plus faible taux de croissance. Les pays qui sont appelés aujourd'hui les tigres asiatiques ont compris cela et sont en train de l'appliquer. Point d'information. Je vous prends, monsieur. Le Nigeria n'a-t-il pas plus de population que beaucoup de pays d'Afrique? N'est-il pas en émergence? Monsieur, merci de votre point d'information. À ma suite, mes collègues montreront pourquoi est-ce que cet exemple ne tient pas, monsieur. Et dans la suite de ce que je dis, vous allez le comprendre. Un peu de patience. Alors, toujours sur le plan économique, l'augmentation de la population, comme au Nigeria par exemple, accroît la demande en nourriture. Vous avez oublié de dire qu'au Nigeria, il y a une population pauvre dont on ne parle pas. Et l'augmentation de cette population accroît la demande en nourriture, en eau, en énergie fossile et celle d'autres ressources limitées. Ces ressources sont nécessaires à la durabilité de la population humaine. En Ouganda, nous avons un taux de croissance de 3,2% par an, taux de naissance de 3,2% par an, mais les ressources n'augmentent pas en Ouganda. Et pour illustrer cela, je vais vous donner l'exemple de ce monsieur ougandais, Charles Kayongo, qui, au détriment des traditions ougandaises, qui pensent que quand on a plus d'enfants, c'est ceux qui montrent la virilité d'un homme. Monsieur Charles Kayongo dit, il a déjà 2 enfants, il dit que lui et sa femme veulent avoir une petite famille, car il gagne $440 par mois. Et il dépense $10 par jour pour nourrir sa famille, ce qui fait $300 par mois, à 2 enfants. S'il en a un 3e, il n'aura plus les ressources nécessaires pour prendre sa famille en charge. Maintenant, après ce plan économique, passons au plan de la santé. Le FNUAP dit que les familles moins nombreuses distribuent leurs ressources à moins de personnes et sont plus aptes de se concentrer sur l'éducation et même la santé de leurs enfants. Et dans ce même sens, ils ont démontré que moins de grossesses diminuent la mortalité maternelle. Cet exemple au Malawi, par exemple, où M. Wisdom Samou a perdu sa femme peu après qu'elle ait donné naissance à leur 7e enfant. Et ce monsieur en est désolé parce qu'il ne voulait pas que sa femme suive des politiques de planning familial, parce qu'il voulait toujours plus d'enfants. Et aujourd'hui, ce monsieur, à travers cet exemple, nous prouve que pour 2 raisons, pour l'économie et la santé, nous devons limiter les naissances en Afrique, car émergence veut aussi dire une bonne économie et une population en bonne santé. Merci, monsieur. Merci, monsieur l'adjoint du Premier ministre. Monsieur Sidi Mokhtar Traoré, sans commentaire. Nous allons faire intervenir en homologue du côté de l'opposition. Accueillez avec moi monsieur Patois Yves Pujan. Honorable jury, chers collègues de l'opposition, messieurs les membres du gouvernement, je vous salue. Alors, tout à l'heure, madame le Premier ministre a commencé par baliser le terrain qui déjà est biaisé. Monsieur le Président, excusez-moi, je l'envoie déjà au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre est venu nous donner une assertion autre, il définit notre assertion, se trouve dans un billard. On ne comprend plus rien où est-ce qu'ils sont. Mais heureusement que la dame de fer est là pour nous mettre sur le terrain sur lequel il faut qu'on marche. À sa suite, monsieur du gouvernement vient nous parler de 2 axes de politique qu'il va développer, c'est-à-dire la santé et l'économie. Il s'est borné à parler de l'économie, on n'a pas vu le côté sanitaire.
Et je pense que messieurs les membres du jury devez prendre compte, vous devez prendre note de cela parce qu'il n'a pas développé tout ce qu'il avait à développer. Alors, nous sommes réunis ici ce matin pour parler de population et de développement. Et la motion qui nous réunit, et cette chambre soutient que cette convention dit que la limitation de naissance est indispensable au développement de l'Afrique. Je suis peiné d'entendre un gouvernement parler comme ça. Lorsque pas plus tard que le 3 octobre 2013, un conseil régional d'Afrique, avec à sa tête le premier ministre éthiopien, se sont réunis à Addis Abeba, l'Union africaine, pour parler de la dividende de la population africaine. Comment est-ce que l'Afrique doit apprécier sa dividende populationnelle? Et à l'issue de cette convention, Dr Baba Tourne, le secrétaire général de l'UNFPA, a dit que l'Afrique devait mettre à profit sa population. Ça ne veut pas dire limiter les naissances, ça ne veut pas dire contrôler. Et parler même de limiter, de contrôler. L'Afrique est plus nombreux que qui? Nous sommes plus nombreux que qui? Si on prend l'échelle, monsieur, je viens à vous. Excusez-moi, je viens à vous. Quand on prend la répartition des populations, le monde fait 7 milliards d'habitants. L'Asie fait 4 milliards. L'Afrique ne fait que 1 milliard, monsieur, 1 milliard d'habitants. Et nous sommes plus nombreux que qui? Je vous prends 2 exemples. Le Japon et la Côte d'Ivoire. La même superficie, 322 462 km². Le Japon fait 156 millions d'habitants et la Côte d'Ivoire ne fait que 23 millions d'habitants. Monsieur, l'Afrique est beaucoup, la population africaine est nombreuse par rapport à qui? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et Jean Codin le disait, il ne faut pas craindre, monsieur, qu'il y ait un trop sujet, il ne faut pas craindre qu'il y ait un trop de sujets, vu que la richesse dépend de la force des hommes. Monsieur, pour notre population, pour notre développement. Je vous écoute. Ok, monsieur, il faudrait déjà qu'on se comprenne. Est-ce qu'il s'agit de l'Afrique est plus nombreuse par rapport à qui? Ou est-ce que l'Afrique, en ayant une population de milliards, aura le potentiel d'éduquer ces personnes-là, de les garder en bonne santé et d'avoir l'économie nécessaire pour se tenir? S'il vous plaît, monsieur, je ne passe pas mon temps d'intervention. Vous prenez une question qui fait 45 minutes, moi je parle en combien de temps? Revenons là, cela. Monsieur, vérifiez vos informations. Les perspectives de croissance se trouvent actuellement en Afrique. Le dernier rapport de la Banque mondiale, datant du 21 juin 2013, dit ceci, je vous le lis. Les changements sociaux et démographiques que connaît l'Afrique sont des nouveaux moteurs de croissance interne. L'urbanisation, la hausse de la population active et l'avènement de la classe moyenne sont les facteurs qui déterminent la croissance de l'Afrique. Monsieur, les indicateurs de la Banque mondiale sont au vert en ce qui concerne l'Afrique. La croissance se trouve actuellement en Afrique et en Asie. Et les populations, les États qui n'ont pas compris cela ont commencé actuellement à émettre une population d'immigration. Les États-Unis recrutent chaque année près de 1000 personnes. Le Canada, écoutez, l'Afrique est peut-être, la population africaine est peut-être mal répartie, mais on n'a pas besoin de contrôler cette population. Parce que on n'a pas besoin de contrôler cette population, on a besoin de la libéraliser pour participer activement à l'évolution, au développement de l'Afrique. Esther Bosrap, économiste danoise, disait: la nécessité est la mère de l'invention. C'est ce que les États ont compris. C'est ce que l'Union africaine a compris. C'est ce que l'UNFPA a compris. Et nous demandons de mettre en contribution notre population pour participer activement à notre développement. Pas de la limiter, pas de la contrôler, parce qu'en termes démographiques, l'Afrique ne représente rien. Je vous remercie. Merci, monsieur l'adjoint auditeur. Necessity is the mother of invention. Le besoin est la mère de l'invention. Nous l'aurons appris une fois de plus. Je vais appeler, peut-être pour déconstruire cette argumentation qui certainement a subjugué le public, j'appelle, disais-je, monsieur Eli Mbadinga sous vos ovations. Eli Frédé Mbadinga.
honorables députés de l'opposition, chers collègues du gouvernement, bonjour. C'est pour moi une fois de plus un plaisir de me retrouver devant vous pour débattre des questions d'intérêt supérieur du développement de l'Afrique. Je suis attristé, je suis écu lorsque j'entends un député dire que nous n'avons pas besoin de contrôler notre population. C'est grave. C'est grave. En effet, je ne vais pas revenir là-dessus. La motion a été déjà rappelée maintes fois par mes collègues du gouvernement ainsi que les membres de l'opposition. L'épicentre de notre problème ici, c'est le contrôle et la limitation des naissances qui est indispensable au développement de l'Afrique. Pour partir et développer cette motion, nous partirons de la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 1er qui dispose « Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Franchement, regardez combien de personnes meurent dans les îles, meurent dans les eaux pour quitter l'Afrique, suivre le bonheur en Europe. Voulez-vous continuer? Voulez-vous soutenir cette façon de faire? Non, nous disons non. Et cela est dû à quoi? C'est justement parce qu'il y a la pauvreté. Parce que les naissances sont incontrôlées. J'ai entendu, Madame la représentante de l'opposition, Madame, je reviens à vous. Vous avez esquissé la pensée malthusienne, mais la connaissez-vous vraiment? Que dit Malthus? Malthus dit, la population croît de façon exponentielle alors que les ressources croient de façon arithmétique. Tout à l'heure. Voici son adjoint qui vient l'enfoncer en disant le Nigeria est surpeuplé, l'Afrique est sous-peuplée. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente dans le continent? Alors, nous pensons que pour éviter ces mots que nous connaissons aujourd'hui, nous devons combattre le mal à la racine. Et le mal à la racine, ça part par la limitation de naissance. Ça passe par la limitation de naissance. Le rapport de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, nous donne les statistiques suivantes. En 2050, il y aura plus de 2 milliards d'Africains. Je reviens à vous. Une femme sur 22 meurt en donnant naissance. Selon toujours le FAO, 265 millions d'Africains souffrent de faim. Ils souffrent de faim. Pour l'information. Je vous prends. Alors, monsieur, vos rapports datent de quand? 2005. Ces rapports sont carrément en contradiction avec les derniers rapports de 2013 de la même FAO qui soutient que le taux de pauvreté a été divisé par 2 en Afrique. De 58% en 2005-2008 dont vous parlez, nous sommes actuellement à 26%. Merci. Vous venez de faire un reproche à quelqu'un tout à l'heure qui épuisait votre temps. Monsieur, quand vous avancez les propos... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous m'agressez. J'espère que le jury prend acte de ça. Alors, vous avez parlé de la transition démographique. Si le Nigeria est surpeuplé, mais il y a des pays du continent qui sont sous-peuplés, comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des pays qui ont 1 million d'habitants alors que d'autres pays ont 100 et plus de millions d'habitants? Alors, les pays ayant 100 millions d'habitants sont en déséquilibre démographique et nous proposons un équilibre démographique. Cet équilibre démographique va passer d'abord par la limitation des naissances, chers messieurs. Ça passe par la limitation des naissances. Alors, c'est pourquoi nous proposons un projet de loi pour que les naissances soient contrôlées
pour que la population africaine soit éduquée, soit soignée, pour éviter les maux que nous assistons tous les jours? Est-ce que vous voulez continuer que vos enfants aillent mourir dans les eaux parce qu'ils veulent aller chercher le bonheur en Europe? Ou ils veulent aller chercher le bonheur ailleurs? Alors, nous devons contrôler nos